Merci beaucoup. Donc, je vais, moi, vous traiter de l'aménagement commercial et de la planification urbaine. Alors, c'est vrai que le sujet a été déjà pas mal abordé avec de précédents intervenants. Et donc, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été déjà dits en les voyant peut-être d'une manière un peu différente. Alors, comme l'a dit au début le professeur Priet, c'est vrai que au début, la régulation de l'implantation commerciale, c'était une police économique. C'est-à-dire que le commerce était appréhendé comme une activité uniquement économique. Alors, elle l'est toujours. C'est avant tout quand même une activité économique, puisque le commerce, c'est quand même 900 000 entreprises, c'est quand même une entreprise sur 5, 3 millions de salariés. Donc, c'est un poids économique certain. Et quand je parle de commerce, c'est le commerce d'une manière générale, le commerce de toute taille. Et d'ailleurs, dans ces 800 000 entreprises de commerce, on a quand même 95% qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, il y a vraiment une très, très grande diversité dans ce que représente le commerce. C'est un terme générique, mais vraiment qui recouvre énormément de réalités très, très, très différentes. Alors, c'est vrai qu'on a progressivement fait entrer de plus en plus l'implantation commerciale dans, dans une police de l'aménagement commercial. Alors, c'est vrai que c'est devenu, en fait, c'est passé d'une police économique à une police de l'urbanisme, et c'est devenu même, pas le mot police, je dirais que c'est devenu une affaire d'urbanisme, parce qu'on s'est rendu compte que le commerce était certes une activité économique, mais qu'il était également une composante des territoires et une véritable fonction urbaine. Et d'ailleurs, quand on parle du principe de diversité des fonctions urbaines, le commerce y a sa part, parce que le commerce, il se déploie, il s'épanouit, je dirais, au milieu de programmes de logement, d'espaces publics de qualité, d'une desserte à la fois routière, en mode doux et plus largement piétonnière. Donc tout ça, il est vraiment une des parties intégrantes de la ville et de toutes ses composantes. Alors il est, je dirais, un signal fort aussi de l'identité, que ce soit des grandes métropoles ou des villes moyennes ou des communes rurales. Souvent, le commerce va être l'identité de la ville, le centre-ville dynamique, ou au contraire, à l'opposé du centre-ville, une grande zone commerciale périphérique, prospère, va être aussi le signal fort, va marquer un territoire. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, les élus locaux n'ont pas été très, très attentifs au commerce. Quand alors, pour les chambres de commerce auxquelles j'appartiens, nous sommes des personnes publiques associées à l'élaboration des documents d'urbanisme, mais c'est vrai que pendant longtemps, il a été assez difficile de braquer le projecteur sur le commerce et de faire comprendre l'importance du commerce dans le maillage du territoire. Et puis petit à petit, les élus locaux s'en sont saisis, se sont rendus compte que quand il n'y avait plus de commerce, c'était difficile de faire venir des habitants, que le fait d'avoir des bâtiments, des logements qui étaient par exemple en mauvais état, ça faisait fuir le commerce. Donc le commerce était vraiment une partie intégrante de la ville, et que toutes ces fonctions urbaines en fait étaient extrêmement liées. Donc il a quand même fallu des aspects, il faut le dire, négatifs, c'est-à-dire la perte de vitesse de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, cette désertification du commerce d'ailleurs qui ne touche pas uniquement les centres-villes, mais qui touche aujourd'hui les périphéries également.
On le voit, par exemple, en grande couronne de la région Île-de-France, on voit des périphéries commerciales qui aujourd'hui se dégradent. Donc, il n'y a pas que le centre-ville qui souffre. Aujourd'hui, on a des grandes zones commerciales périphériques qui, elles aussi, sont de plus en plus fragiles. Et tout le problème et la politique qu'on est en train de mener sur les friches, beaucoup de régions dégagent des fonds friches dans le plan de relance qui a été détaillé par l'État en septembre, il y a toute une manne financière qui est dédiée donc à la restauration des friches et donc parmi ces friches il y a évidemment aussi des friches commerciales. Donc il n'y a pas, on s'est beaucoup focalisé uniquement sur le centre-ville. Il n'y a pas que le centre-ville qui a souffert sur le plan commercial. Il y a également aujourd'hui des périphéries qui sont en perte de vitesse. Donc, on a vite compris que le commerce fallait l'intégrer dans le projet urbain, dans le traitement urbanistique de la ville, et ça a été fait, comme je viens de vous le signaler, à l'épreuve des faits, c'est-à-dire à l'épreuve de problèmes liés à la déperdition et à la souffrance de centre-ville ou de périphérie. Alors, petit à petit, tout ça est entré dans les textes, puisqu'on a eu plusieurs lois. Alors, vous en avez cité, les intervenants précédents les ont toutes citées, la loi évidemment solidarité et renouvellement urbain, la loi Allure, ACTPE en 2014, et puis évidemment la loi Élan, ont de plus en plus facilité le fait que l'on introduise dans les documents d'urbanisme locaux, principalement les SCOT et les PLU, un volet commercial. Alors, ça a été d'ailleurs conforté par l'ordonnance du 17 juin 2000 qui rentre en vigueur au 1er avril prochain et qui donc ne remet absolument pas en cause le fameux document d'aménagement commercial du SCOT et l'intègre pleinement donc, dans les nouvelles dispositions qui régissent le contenu du SCOT. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le SCOT et le PLU sont devenus en quelque sorte le réceptacle quasiment naturel de la régulation de l'implantation commerciale, mais comme on va le voir, leur logique interne face au commerce est parfois déroutante parce que on va avoir à la fois des documents d'urbanisme qui vont jouer un peu sur tous les tableaux, le tableau de la protection, le tableau de la contrainte ou de l'orientation, de la vision prospective. Et tout ça va un petit peu se mélanger, si bien que beaucoup de ces documents d'urbanisme qui vont parfois très, très, très loin dans le commerce, peuvent devenir très rigides et être des obstacles au développement du commerce. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le commerce, il a besoin de souplesse. Tous les commerçants vous le diront, quelle que soit leur taille, le commerce, il va aller s'implanter sur les zones de flux et il a besoin, je dirais, qu'on le laisse un peu en paix, qu'on ne lui donne pas trop de contraintes pour qu'il puisse se développer et qu'il puisse faire face à toutes ces nouvelles consommations qui émergent, parce que si on met trop de contraintes à notre commerce physique, on achètera aujourd'hui sur Amazon et évidemment ce sera le commerce électronique qui évidemment aura une progression fulgurante et déjà il en a une extrêmement importante. Et ça, il faut que les équilibres soient quand même restaurés parce que le commerce physique, il paye des taxes puisqu'il est implanté sur un territoire, alors qu'on le sait, c'est toute la problématique des GAFA qui, eux,
ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer puisqu'ils n'ont pas, a priori, d'implantation physique. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir toujours ça à l'esprit. Nous, je sais qu'on le dit beaucoup aux élus locaux. Attention à trop charger la barque en contrainte sur le commerce dans les documents d'urbanisme, parce qu'à un moment donné, eh bien, les commerçants n'arriveront plus à s'implanter, n'arriveront plus à se développer. Agrandir un commerce, c'est pas quelque chose de mal, au contraire, il faut lui permettre de se développer. Et alors évidemment, il faut freiner peut-être quelques excès, mais en même temps, il ne faut pas trop entraver le développement du commerce. Donc, c'est pas toujours facile à faire comprendre dans la pratique aux élus locaux qui ont aujourd'hui envie d'avoir vraiment une maîtrise absolue de l'implantation de leur commerce, même de voir certains commerces plutôt que d'autres. Et donc, c'est pas toujours évident de leur faire comprendre que le commerce est une activité économique et confrontée à beaucoup de mutations, qui est dans une concurrence extrêmement violente, et donc plus on lui met de contraintes, eh bien plus on a aussi le risque de voir des rideaux se fermer. Bon. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui avec la crise sanitaire et les fermetures de commerce combien le commerce est important pour la vie quotidienne des populations. Alors, pour en revenir, c'est pour vous dire que la façon, ces contraintes que peuvent mettre ces documents d'urbanisme, eh bien, c'est vrai que ça, on a été en fait poussé à aller vers d'autres dispositifs, et vous en avez beaucoup parlé de la fameuse ORT. Moi, j'en parlerai aussi parce qu'elle me paraît devenir quand même une sorte de concurrente du PLU, parce qu'on y développe de manière concertée. Nous, les chambres consulaires, on est signataires souvent de ces ORT, et c'est vrai qu'on y partage un urbanisme. C'est des documents contractuels qui sont négociés et qui n'ont pas cet aspect qu'a le PLU ou le SCOT qui vient du haut et qui impose. Là, c'est vraiment de l'urbanisme commercial vraiment partagé entre des acteurs privés et publics du territoire. Donc, je les vois, moi, comme une valeur montante et qui vient même concurrencer les documents d'urbanisme traditionnels. En tout cas, c'est ma vision des choses. Alors, pour revenir, évidemment, on va regarder le SCOT et le PLU. Alors, le SCOT, c'est vrai qu'au départ, c'est un document qui a une vocation prospective, c'est un document d'orientation, mais on va voir qu'en matière d'aménagement commercial, ce côté prospectif est quand même très contrarié, puisque le SCOT devient très souvent extrêmement contraignant. Alors, c'est évidemment un document d'orientation stratégique. Donc, ce côté stratégique a été vraiment renforcé par l'ordonnance du 17 juin 2000, donc qui rentre en vigueur au 1er avril. Et je me suis donc mise dans la posture de cette ordonnance. J'ai fait comme si nous étions au 1er avril 2021. Donc, le SCOT, aujourd'hui, il doit commencer, quand on ouvrira à SCOT, la première chose qu'on verra, c'est son projet stratégique. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque c'est vraiment un projet de territoire partagé entre des communes qui se réunissent au sein d'une intercommunalité et au sein surtout d'un bassin d'emploi et qui vont élaborer leurs grands objectifs de développement et d'aménagement à un horizon de 20 ans, évidemment, avec un diagnostic territorial qui va fonder évidemment les orientations qui vont être choisies. Alors, dans ces orientations, on retrouve beaucoup de choses qui vont, beaucoup d'entre elles vont évidemment concerner directement le commerce, comme la gestion économe de l'espace, on va y revenir, l'artificialisation des sols, qui avec cette ordonnance est vraiment maintenant expressément introduite dans le projet stratégique, et on y reviendra. Alors, on reproche souvent au commerce d'artificialiser les sols. C'est pas vrai.
On ne peut pas dire que le commerce et les équipements commerciaux font plus d'artificialisation que les lotissements qui s'étendent à perte de vue. Donc, c'est souvent un mauvais procès qu'on a fait aux équipements commerciaux de dire ils artificialisent les sols. En tout cas, ce n'est pas systématiquement ce qui est démontré. Il y a eu des chiffres que le commerce aurait été responsable de 14% de l'artificialisation des sols qui ont été donnés dans cette fameuse circulaire dont vous parliez précédemment du 24 août 2020. Et c'est un chiffre qui n'est pas du tout corroboré et qui a fait beaucoup de polémiques et à juste titre. Alors, donc, l'artificialisation des sols, la gestion économe de l'espace, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va privilégier plutôt la réhabilitation d'équipements existants, même si cette réhabilitation s'accompagne d'une extension, mais on va plutôt s'orienter vers une réhabilitation du commerce existant, vers un traitement d'une friche commerciale ou d'une potentielle friche commerciale, que d'aller construire effectivement de nouveaux équipements complètement en plein champ et qui risqueraient évidemment d'artificialiser les sols. Mais de plus en plus, et d'ailleurs dans les dossiers de CDAC, on voit beaucoup plus aujourd'hui d'extension, de réhabilitation que de création, qui sont en nombre inférieur dans les dossiers. Le bilan de la CNAC le montre très clairement. Donc, je voudrais quand même insister sur cette lutte contre l'artificialisation des sols parce qu'on a eu évidemment la circulaire de 2020 dont vous avez parlé, qui a poussé les préfets à focaliser en fait le débat en CDAC sur l'artificialisation des sols et ça enclenche et ça participe de tout un mouvement qui trouve évidemment son point d'orgue dans le projet de loi climat et résilience qui est actuellement au Parlement, à l'Assemblée nationale, où je vous rappelle qu'il s'agit de diviser par 2 sur 10 ans jusqu'en 2031 le rythme d'artificialisation et donc l'équipement commercial sera également partie prenante de cette réduction de l'artificialisation. D'ailleurs, il a droit à un article particulier dans le projet de loi où il y a un principe d'interdiction des créations ou des extensions pour des projets qui seraient susceptibles de générer de l'artificialisation. Alors, ça, c'est un principe donc extrêmement sévère. D'ailleurs, on pourrait discuter même de sa conventionnalité ou de son constitutionnalité. Est-ce qu'on peut vraiment interdire, est-ce qu'il n'y a pas une atteinte à la liberté d'entreprendre ou d'établissement? Et puis, mais alors, il y a une exception, et l'exception quand même est de taille, parce qu'on déroge à ce principe d'interdiction, on peut y déroger pour des équipements qui font moins de 10 000 mètres carrés de surface de vente. Alors évidemment, il y a des conditions qui sont posées, il faut que ça corresponde à un besoin des populations, il faut éventuellement qu'il y ait des compensations, c'est-à-dire des restitutions, par exemple de terres agricoles ou naturelles ou forestières, à un autre endroit, mais il y a quand même cette exception qui est quand même importante parce que 10 000 mètres carrés, c'est pas du tout anodin, particulièrement par exemple dans un territoire rural, 10 000 mètres carrés, c'est un projet absolument énorme, bien évidemment. Donc voilà pour le projet stratégique et avec cette lutte contre l'artificialisation des sols qui est vraiment expressément inscrite dans le projet stratégique du SCOT. Alors le SCOT, c'est aussi évidemment, c'est principalement un document d'orientation. C'est-à-dire, là encore, l'ordonnance du 17 juin 2020 maintient donc les grandes finalités du SCOT en matière d'aménagement commercial et notamment le développement équilibré du territoire et la complémentarité entre les fonctions urbaines. Et c'est là, évidemment, où on retrouve le commerce, puisque ces orientations doivent s'inscrire dans un développement équilibré du territoire et reposer sur la complémentarité entre des activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières, une offre de logement
et d'habitat, et évidemment les transitions énergétiques et écologiques. Donc là, on retrouve cette complémentarité des fonctions urbaines où le commerce a une place importante. C'est vrai, quand on fait des programmes de logement, des programmes de bureaux, on se pose évidemment systématiquement la question de les assortir de programmes également de commerce. Donc la complémentarité, le commerce comme fonction urbaine qui vient en complémentarité des autres, qui participe de toutes les fonctions de la ville, est dûment donc inscrite et confortée par l'ordonnance de 2020. Alors, s'agissant plus particulièrement des activités économiques, agricoles et commerciales, donc là aussi, le Code de l'urbanisme issu de cette ordonnance, l'article L 141-5, nous dit que le document d'orientation et d'objectifs bien fixe dans le principe d'une gestion économe de l'espace, là aussi on retrouve cette lutte contre l'artificialisation des sols, il fixe les orientations et les objectifs en matière de localisation préférentielle des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, les secteurs de revitalisation des centres-villes, les entrées de ville à revoir, à restructurer, et évidemment les conditions de desserte. Donc il s'agit en fait pour le SCOT d'identifier ce qu'on appelle les grandes polarités commerciales et comment évidemment elles s'imbriquent dans le tissu urbain. Donc là je dirais qu'il n'y a rien de nouveau, parce que c'était quand on élaborait les DO et plus encore les DAC, eh bien on voyait, c'était avant tout quelles sont les grandes polarités commerciales, qui peuvent être d'ailleurs des polarités de centre-ville ou de périphérie ou même périurbaine. Alors, ce document, donc, c'est un projet stratégique, des grandes orientations, mais qui n'est pas exempt de contraintes, parce que là, évidemment, on arrive à ce fameux document d'aménagement artisanal et commercial, alors qui, lui, va au sein même d'un document d'orientation, d'un document prospectif, va se caractériser par son caractère particulièrement directif. Donc, la loi Elan dispose désormais que le document d'orientation et d'objectifs du SCOT comprend un document d'aménagement artisanal et commercial. Donc, il est obligatoirement élaboré au titre donc de la loi Elan, c'est-à-dire que pour tous les SCOT qui seront mis en révision à partir de l'entrée en vigueur de la publication de la loi Elan. Donc dès lors, maintenant, quand on fera un SCOT ab initio ou quand on révisera un SCOT, il faudra y introduire un document d'aménagement artisanal et commercial. Alors, ce document d'aménagement artisanal et commercial, son contenu est repris, la loi Elan, son contenu général, après, elle a un aspect plus spécifique, mais son contenu général reste de déterminer les conditions d'implantation des équipements qui, du fait de leur importance, c'est-à-dire ce qu'on appelle en pratique, les praticiens appellent les gros porteurs, les grands équipements qui génèrent beaucoup de flux, eh bien, les équipements qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact sur l'aménagement du territoire, le développement durable, et la loi Elan a ajouté un impact significatif sur le commerce de centre-ville. Donc, on va voir si ces grands équipements ne portent pas atteinte au développement du commerce de centre-ville. Alors ensuite, on retrouve ce qui existait déjà depuis longtemps, c'est que ces conditions d'implantation, il faut qu'elles privilégient toujours la consommation économe de l'espace, on revient toujours à ce même principe, l'utilisation aussi prioritaire des friches, quand on a une friche auquel on a une friche qui est disponible par
définition, eh bien, au lieu d'aller implanter un projet ailleurs, eh bien, il est préférable de l'implanter sur une friche. Alors évidemment, tout ça, c'est facile à dire et je dirais que c'est facile à écrire. Hein. C'est beaucoup plus difficile à faire parce que pour un opérateur, eh bien, une friche, ça peut être extrêmement coûteux. Vous pouvez avoir un prix, un coût de dépollution, par exemple, qui va complètement obérer votre projet. Parce que c'est facile de dire à un opérateur commercial, allez vous implanter sur une friche. C'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le fameux test de centre-ville, là, le test qui est dans l'analyse d'impact, est assez contesté parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose d'évident d'aller s'implanter sur une friche. À tous les professionnels sont unanimes en la matière. Alors ensuite, le DAC continue à pouvoir localiser ce qu'on appelle des secteurs à enjeu, c'est-à-dire des secteurs où le commerce va être un véritable enjeu d'aménagement du territoire, que ce soit d'ailleurs sur des centralités ou sur des périphéries. Alors c'est là que la loi Elan a énormément renforcé le contenu directif du DAC, puisque la loi Elan nous dit que le DAC prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques au secteur ainsi identifié. Alors, plus concrètement, ça veut dire que le DAC, il peut prévoir, selon des types d'activités, des plafonds de surface, par exemple pour l'équipement, le bricolage, l'équipement de la maison, il n'y aura pas plus de tant de mètres carrés sur tel secteur bien identifié. Alors il faut être très, très, très prudent parce que là aussi, il peut y avoir, on peut très vite tomber dans des excès, c'est-à-dire alors certains disent, ça a été une expression qui avait été employée à un moment, de faire un véritable Gosplan du commerce, c'est-à-dire que vous quadrillez complètement le territoire et vous dites, alors là, c'est telle activité qui se met et puis pas plus de tant de mètres carrés, là, c'est une autre et pas plus de tant de mètres carrés. C'est vrai que le commerce, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Il y a une liberté du commerce et le commerce, il va sur des zones de flux et on ne peut pas non plus l'emprisonner comme ça dans un carcan administratif tel que l'ont fait d'ailleurs certains Scott qui ont à une époque défrayé la chronique et ce fait pour la loi Elan d'avoir acté ce principe très très directif de type d'activité, de plafond, c'est vrai que ça a fait débat. Alors, il faut dire que la loi Elan, elle a été votée dans des circonstances un peu particulières où il y avait parallèlement une proposition de loi sénatoriale des sénateurs Bourquin et Pointreau qui était extrêmement régulatrice en matière d'aménagement commercial. Puis de l'autre côté, il y avait le projet de loi Elan qui, lui, voulait un petit peu lâcher la bride et faire que le commerce soit plus libre justement de choisir son implantation là où il y a du flux, puis surtout là où il y a des clients, c'est évident. Et entre ces deux logiques, c'est vrai qu'en commission mixte paritaire, c'est plutôt la logique sénatoriale qui l'a emporté et on a fait littéralement, si je puis dire, des copier-coller de l'ancienne proposition de loi Bourquin-Pointreau dans la loi Elan et ça a donné comme ça des dispositions extrêmement dures, extrêmement régulatrices, alors que dans le même temps, dans les ORT, comme vous l'avez dit, on dispensait d'autorisation d'équipement commercial dans les secteurs d'intervention de l'ORT pour permettre au commerce pour permettre la revitalisation commerciale du centre-ville. Donc c'est pour ça que dans la loi Elan, il y a comme ça deux logiques. Parfois on comprend pas bien, à la fois très dure, très régulatrice, et puis d'un autre côté beaucoup plus libérale, beaucoup plus permissive.
Voilà. Alors, moi, je suis en tout cas, j'ai vu, surtout j'ai entendu un certain nombre d'élus locaux vouloir aller très, très loin dans la régulation du commerce. Hein, et c'est vrai qu'il faut énormément se méfier parce que si jamais, par exemple, vous mettez un plafond pour telle activité et finalement, vous vous apercevez qu'il n'y a pas d'autres activités, que l'activité en elle-même ne marche pas. C'est, par exemple, il n'y aura pas d'opérateurs de bricolage qui viendront. Vous aurez au contraire, vous allez avoir plutôt de l'alimentaire qui va vouloir s'implanter. Et puis, au lieu de laisser une friche, eh ben, il vaut mieux peut-être avoir un équipement alimentaire qui s'implante. Mais si vous avez été aussi strict dans le document d'aménagement commercial, eh ben, il faudra faire une modification du SCOT. Et là, évidemment, ce n'est pas quand même quelque chose qui se fait extrêmement simplement. Hein. C'est une lourde procédure. Donc, il faut vraiment… Enfin, nous, on dit toujours aux collectivités territoriales, faites très attention à ce que vous inscrivez dans le DAC et n'allez pas non plus trop loin hein, dans les plafonds de surface, les types d'activités. Alors, il y a eu aussi une nouveauté dans ce DAC avec la loi Elan, c'est qu'aujourd'hui, il peut prendre en compte tout ce qu'on appelle la logistique commerciale. Alors, c'est vrai que ça a été vraiment, alors ça, un point extrêmement positif, c'est que c'est vrai que souvent les élus locaux n'ont pas tellement envie de voir arriver sur leur territoire la logistique qui entoure le commerce. Pour le commerce, il lui faut des centres d'approvisionnement, il faut des laboratoires d'assemblage, il lui faut toute une logistique dans ses déplacements également, pour sa desserte, pour ses livraisons. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours vu très très bien, c'est pas des équipements très valorisants sur un territoire, mais en même temps, ils sont indispensables au fonctionnement du commerce. Et donc, aujourd'hui, le SCOT peut prévoir, le DAC donc, peut prévoir des emplacements pour réserver justement à cette logistique spécifique aux équipements commerciaux. Donc, voilà sur le contenu du DAC. Donc, vous voyez, on est dans un document d'orientation, dans un document prospectif, mais en même temps, on a un volet commerce qui peut être très, très directif. Alors, autre élément aussi qui est important, c'est que les autorisations d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT. Donc ça, bien c'est même un des premiers critères. Quand vous lisez l'article L752-6 du Code de commerce, en critère numéro 1, vous avez la compatibilité avec le SCOT. Et c'est ensuite que sont examinés les autres critères, avec les 3 catégories qui ont été vues, l'aménagement commercial, le développement durable et la protection du consommateur. Donc, il arrive en premier critère. Alors, c'est vrai que parfois, alors ça dépend des CDAC, certaines y attachent beaucoup d'importance, d'autres beaucoup moins. Enfin, il y a des pratiques assez différentes. Mais en tout cas, la compatibilité des autorisations d'exploitation commerciale avec le SCOT fait l'objet d'un certain nombre de contentieux. Et c'est évidemment le SCOT pris dans sa globalité même, c'est l'ensemble de ces orientations qui est examiné. Et ça a été évidemment une avancée assez importante, c'est-à-dire que le juge vérifie la compatibilité du projet avec les orientations générales du SCOT. Il ne fait pas un tri entre les orientations. Donc, vous avez, par exemple, si une permet le projet et puis l'autre pourrait ne pas le permettre, eh bien, on fait en quelque sorte un bilan coût-avantage et on regarde si une orientation l'emporte plus sur l'autre ou si, par exemple, il a été jugé qu'un plafond chiffré n'était pas systématiquement une orientation supérieure aux autres. Donc, un projet peut, par exemple, dépasser le plafond de surface fixé par le SCOT et être malgré tout considéré comme compatible avec le SCOT parce que vous avez une autre orientation dans le SCOT qui permet le projet parce que, par exemple, elle facilite l'implantation autour de zones habitées où il y a un besoin de commerce pour la population. Donc,
c'est l'ensemble du SCOT dans sa globalité qui est pris en compte pour l'examen de cette compatibilité. Autre point important, c'est la fameuse règle de l'urbanisation limitée. Alors c'est vrai que même en l'absence de SCOT, donc ça c'est une règle qui s'applique quand il n'y a pas de SCOT, on ne peut pas ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. Et là, eh bien, pour l'aménagement commercial, il y a une disposition qui précise bien qu'aucune autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée en l'absence de SCOT. Alors, il y a des dérogations qui peuvent être accordées par le préfet. Elles sont extrêmement encadrées par la loi. Il y a des conditions drastiques. L'urbanisation envisagée ne doit pas nuire à la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Le projet ne doit pas entraîner une consommation excessive de l'espace. Il ne doit pas avoir également un impact excessif sur les flux de déplacement. Et on peut dire qu'en pratique, il y a très peu de dérogations qui sont accordées. Les préfets octroient ces dérogations vraiment au compte-gouttes, avec beaucoup de parcimonie. Donc voilà pour le contenu du SCOT. C'est vrai que ce caractère quand même très directif et qui est spécifique à l'aménagement commercial dans le SCOT, le commerce, je dirais, a ce privilège d'avoir ce contenu très directif. Eh bien, c'est vrai que ça pose quand même un certain nombre de problèmes et d'interrogations au regard du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre. Donc, il y a je ne reprendrai pas ce que, évidemment, a dit le premier intervenant pour la jurisprudence notamment européenne qui est intervenue, et le fameux arrêt Visser qui a posé ces conditions de proportionnalité, de nécessité. Alors c'est vrai qu'il s'agissait, alors c'était pas un SCOT, c'était un plan d'occupation des sols d'une ville des Pays-Bas, qui en fait réservait tout ce qui était implantation de produits volumineux, réservait cette implantation dans une zone spécifique en périphérie. Et donc, à contrario, le centre-ville ne pouvait recevoir que des produits de consommation courante non volumineux. Et donc, il y avait une limitation territoriale très stricte, très importante. Et vous aviez un marchand de chaussures qui était en fait un maxi discounter qui avait voulu s'installer dans la zone périphérique réservée aux produits volumineux. Et il avait saisi le juge, et le juge néerlandais a saisi en question préjudicielle la Cour de justice, donc qui a rendu ce fameux arrêt Visser du 30 janvier 2018, qui a donc indiqué qu'il pouvait une limitation territoriale et une interdiction pouvait être instaurée si elle visait à préserver la viabilité du centre-ville et éviter l'existence de locaux inoccupés en zone urbaine, et qu'elle s'inscrivait donc dans un objectif de protection de l'environnement urbain qui constituait une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une telle limitation territoriale. Donc ça, je ne reviendrai pas sur tout l'exposé, ça a été très bien exposé au début de ce colloque. Alors, pour une dernière partie, cette fois-ci sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, j'ai intitulé cette partie un outil réglementaire de proximité qui est protecteur, peut-être même parfois trop protecteur. Et il veut tellement être protecteur que là aussi, il va instaurer des règles extrêmement rigides. Alors, tout d'abord, le PLU, il doit agir en compatibilité avec le SCOT, c'est-à-dire qu'il doit être quand même au diapason des orientations du SCOT, ce qui parfois, évidemment, si vous avez un SCOT très directif en matière de commerce, va réduire la marge de manœuvre du plan local d'urbanisme.
Donc, quand il est… Alors, pourquoi trop protecteur? Alors, c'est vrai qu'il a des dispositions qui essayent, dans la plupart des cas, de protéger le commerce de centre-ville. Alors, parfois, est-ce qu'il protège le commerce déjà installé? On évite les nouveaux entrants, hein, il y a toute cette polémique, hein, en mettant des dispositifs très contraints. Eh bien, c'est vrai que vous instaurez ce qu'on appelle une rente de situation au commerce, hein, qui est déjà implanté en centre-ville. Et c'est quand même une question, hein. Alors, il est également très souvent assez complexe, hein, dans sa lecture, parce que le code de l'urbanisme lui permet de faire un véritable travail de dentelle sur l'activité commerciale. Alors là aussi, il faut que ce soit fait, je dirais, avec raison. Vous avez donc dans le code de l'urbanisme un article qui prévoit que le règlement du PLU peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale et instaurer les prescriptions pour permettre de maintenir et de développer cette diversité commerciale. Alors, dans diversité commerciale, on interprète la notion de diversité commerciale souvent par la protection du petit commerce de centre-ville. Voilà, c'est une manière, disons, assez courante d'interpréter cette notion de diversité commerciale. Et alors, le code de l'urbanisme permet au PLU de faire tout un travail d'interdiction, de restriction ou de règles particulières selon des destinations et des sous-destinations. Et vous avez une destination qui est clairement identifiée, commerce et activité de service. Et dans cette destination, vous avez des sous-destinations très nombreuses, artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hébergement hôtelier, autres hébergements touristiques. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces sous-destinations peuvent faire l'objet de règles d'urbanisme particulières. Ce qui on peut arriver à un point d'une extrême complexité, extrême détail, puisque chacun va avoir ses règles de stationnement, ses règles de hauteur, ses règles de gabarit, ses règles surtout d'aspect extérieur. Donc, vous voyez, on peut arriver à avoir un document très, très précis et qui va très loin dans le détail. D'autant plus qu'il y a deux autres articles dans le Code de l'urbanisme, le R151-30 et le R151-33, qui permettent de poser des interdictions ou des restrictions d'implantation, hein, selon des sous-destinations, mais également selon des usages, des affectations de sol ou des types d'activités. Alors, ce terme type d'activité, même si dans le guide du nouveau PLU qui est paru en avril 2017, le ministère avait bien dit dans le PLU, on s'en tient aux destinations et aux sous-destinations qui sont déjà très nombreuses, hein. Là, on ajoute type d'activité et beaucoup se servent de ce vocable, hein, type d'activité, eh bien, pour aller encore plus finement dans le détail et de dire, eh bien, dans telle rue, là, on va mettre une librairie, là, on va mettre un alimentaire. Bon, vous avez notamment des très grandes villes, hein, une très connue qui est la capitale et qui voudrait, dans son PLU, aller aussi loin dans le détail des activités. Alors, ça pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce que c'est la vocation d'un document d'urbanisme, hein, qui régit quand même l'occupation du sol, d'aller aussi loin dans le détail de l'activité commerciale? Et c'est sûr que quand vous dites là, tel type de commerce, tel type de commerce, tel type de commerce, vous rentrez dans des appréciations quand même concurrentielles, hein. C'est-à-dire c'est une collectivité locale qui va dire bah là, moi je veux pas tes types de commerce, je veux ce type de commerce. Alors ça peut se justifier par la revitalisation du centre-ville, ça peut se justifier par des notions d'aménagement du territoire, ça peut aussi très vite déraper
hein, dans le sens, ah ben, moi je veux pas telle enseigne, je veux pas telle enseigne parce qu'elle est déjà beaucoup trop présente sur le territoire, donc je veux pas qu'elle s'installe de nouveau. Vous voyez, on peut très vite quitter l'urbanisme. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un danger assez fort et on le voit quand même au quotidien, hein, où on explique, attention, n'allez pas quand même aussi loin dans le détail. Puis plus on va dans le détail, plus évidemment c'est difficile après de changer, hein, si on s'aperçoit que ce que l'on avait, les activités qu'on avait définies, bah, par exemple, ne viennent pas, les commerçants qu'on voulait ne viennent pas s'installer, donc il faut en attirer d'autres. Et pour en attirer d'autres, bah, il faut changer des dispositions du PLU, ce qui n'est quand même pas une procédure légère, hein, c'est comme pour modifier le SCOT. Donc voilà, sur le PLU, une dernière précision avec la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, le PLU, lui aussi, comme le SCOT, va pouvoir gérer tout ce qui est espace logistique, espace de livraison. Et ça, c'est quand même une chose importante, hein, puisque aujourd'hui, on sait très bien, hein, que des centres de distribution logistique mutualisés entre plusieurs commerces peuvent très bien s'insérer de façon très, très pertinente, hein, dans même des zones très très denses et même en centre-ville. Donc voilà pour ces documents d'urbanisme. Pour terminer, je voudrais quand même parler un petit peu de l'ORT parce que, comme je le disais au départ, je pense que de plus en plus, et plus on ira vers de la contrainte dans les documents d'urbanisme locaux, plus on verra émerger d'autres dispositifs qui réunissent les acteurs et pas simplement comme personnes publiques associées ou comme consultation de telle ou telle fédération professionnelle, non, qui vraiment sont partie prenante et qui signent un contrat, hein, pour un aménagement commercial. Et c'est vrai que l'ORT, nous, alors dans les chambres consulaires, on a beaucoup participé, hein, à Action Cœur de Ville, on est signataire de pas mal de conventions. Et aujourd'hui, les ORT vont également se développer avec le programme Petites villes de demain. Pour les actions cœur de ville, c'était plutôt les villes moyennes. Là, Petites villes de demain, hein, c'est les villes de moins de 20 000 habitants qui ont des fonctions de centralité, qui sont en état de fragilité. Donc, il y a à peu près 1000 villes, hein, qui ont été retenues. Et ces villes vont pouvoir également pratiquer l'ORT. Donc ça, c'est une très bonne chose pour l'espace rural. Alors, moi, je vois dans l'ORT un grand avantage, c'est qu'on est vraiment dans un projet global de territoire où on va adapter le parc de logement, les espaces publics et également le commerce. Alors, certains aussi se plaignent que certaines ORT ne sont pas vraiment orientées commerce, souvent parce que le commerce arrive, je dirais, à la fin. C'est-à-dire que d'abord, vous commencez par réhabiliter les bâtiments, mener des interventions foncières sur la réhabilitation de bâtiments, de logements, et après, vous vous intéressez au commerce parce que plus vous aurez des logements attractifs, plus vous aurez évidemment d'habitants et plus le commerce viendra s'implanter. Comme je disais, le commerçant, il va s'implanter où il a un potentiel de clients, sinon il ne s'implante pas. Donc, il faut d'abord lui donner un tissu bien construit, vraiment un projet global qui touche ses fonctions, habitat, bureaux, autres activités économiques. Et ensuite, le commerce va venir naturellement, évidemment, profiter on veut dire en complémentarité de ces fonctions. Donc, c'est vrai que l'ORT, c'est vraiment le projet global avec une intercommunalité, avec des fonds de l'État, donc avec quand même des ressources. Hein, vous parliez tout à l'heure de la Banque des territoires, c'est vrai que c'est un acteur extrêmement important. Sans elle, il n'y aurait pas eu d'ORT, hein, c'est évident. Donc, c'est vraiment très positif. Des partenaires privés s'engagent également dans l'ORT, sont signataires du contrat. Il n'y a pas que des personnes publiques. Et in fine, c'est vrai que vu quand même que l'État, les collectivités territoriales s'engagent beaucoup dans l'ORT, on ne veut pas qu'un PLU tout à coup puisse freiner l'ORT.
une commune, par exemple, qui ne serait pas d'accord, ou s'il y a des problèmes entre le président de l'intercommunalité et certaines communes, bon, donc on va essayer de faire en sorte que le PLU, il gèle l'ORT, bon, on va ressortir des dispositions où on dira, là, tenez, moi j'ai écrit ça dans mon PLU, donc vous ne pouvez pas faire tel projet de l'ORT. Donc on a voulu évidemment éviter ça et permettre vraiment à ce projet global de territoire contractualisé de voir le jour, parce qu'en plus, il y a eu, comme je dis, de l'investissement financier. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux engagement des collectivités territoriales de faire évoluer leurs documents d'urbanisme pour permettre la réalisation de l'ORT. Alors même, et je comprends très bien l'argument juridique, que ça puisse heurter, je pense en revanche, heureusement qu'il y a ça, parce que ça permet justement que quand vous avez vraiment réuni beaucoup d'acteurs pour mener une opération de revitalisation de centre-ville, bien, il ne faut pas qu'un document d'urbanisme puisse venir y faire obstacle. Donc, je pense qu'en pratique, c'est vraiment une disposition très, très saine, même si je comprends que juridiquement, elle puisse poser question. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour conclure, cette planification urbaine, c'est une très bonne chose qu'il y ait des volets, que le commerce y ait fait son entrée de façon très importante. Maintenant, il ne faut pas que le volet commercial devienne trop entravant, soit trop lourd, parce que ça donne une image austère d'un territoire et qui ne pousse pas les commerçants à y aller. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on voit le succès de ces procédures, de ces instruments contractuels comme l'ORT, qui ont énormément de succès. On est, comme vous le disiez, à plus de 200 ORT, on va vers 300 ORT. Enfin, ça a été vraiment un vif succès, exactement d'ailleurs comme le succès que connaît le projet partenarial d'aménagement, qui en pratique aussi est très, très utilisé. Voilà ce que je pouvais vous dire et merci beaucoup de votre attention tardive juste avant le déjeuner. Je reconnais que c'était un peu dur, mais